Au plus fort de la guerre soviéto-afghane, environ 6 millions de femmes et d'enfants ont fui à l'étranger, tandis que les hommes restaient derrière. Pour combattre, les enfants réfugiés seraient plus tard endoctrinés par des clercs pakistanais et transformés en talibans. Une décennie plus tard, les jeunes talibans retourneraient chez eux pour réaliser leurs objectifs fervents pour un État islamique. Alors parlons de l'évolution sociale des talibans. Je suis votre hôte Shirvan et bienvenue au Caspian Report. Si vous appréciez notre contenu, appuyez sur j'aime, activez les notifications ou laissez un commentaire. Les soviétiques avaient apporté une supériorité militaire écrasante sur le terrain. Leurs chars, jets, artillerie ont rapidement fait le travail des forces anti-gouvernementales appelées les Moudjahidines. Cependant, peu importe comment beaucoup de batailles que les soviétiques ont gagnées, ils perdaient la lutte dans son ensemble. Les Moudjahidines manquaient d'un commandement central, organisation unifiée à proprement parler, et la nature décentralisée signifiait qu'il n'y avait aucun moyen de négocier une solution diplomatique. Ils n'ont jamais mené de bataille rangée, ne combattant que dans des zones où ils avaient l'avantage tactique. Les combattants de la guérilla pouvaient donc frapper à volonté et se retirer dans les montagnes. Les chars et véhicules blindés soviétiques ne pouvaient pas poursuivre dans les hauteurs, car les passages étaient inexplorés. Même les jets soviétiques étaient inefficaces car les Moudjahidines utilisaient les trajectoires de vol des oiseaux, comme un système d'alerte précoce. Quand un grand groupe d'oiseaux s'envolait, les guérilleros savaient qu'il se passait quelque chose et se mettaient à l'abri à l'avance. Les soviétiques se battaient contre des fantômes et dans la plupart des rencontres, ils se retrouvaient dépassés. Dans la première phase du conflit, l'armée soviétique tirait principalement sur des rochers et de la terre. Dans ce type de combat presque, toutes les armes soviétiques étaient inutiles. Toutes sauf une, le canonnière 1024. Son épaisse armure pouvait résister à une salve d'armes légères pendant qu'il flottait dans l'air comme un ange et abattait les combattants ennemis avec son grand canon rotatif. Cependant, une fois que les Américains ont fourni aux Moudjahidines des missiles Stinger solaires, c'était fini. L'économie était fixée. Un Stinger coûtait moins de 40 000 $ à produire, tandis que le Canon 1024 avait un prix de 10 millions de $. Et assez rapidement, les Afghans abattaient 1 ou 2 hélicoptères par jour avec ces nouvelles armes. Mon ami Griffin, de l'historien de fauteuil, a fait une vidéo sur ce sujet même. Salut Shirvan, si tu veux voir comment ces armes ont ensuite été retournées contre les Américains, va voir ma vidéo sur l'invasion de l'Afghanistan en 2001 que tu peux trouver sur le chaîne Armchair Historian. Merci Griffin. 1985, la direction soviétique a compris que l'effort de guerre était insoutenable. Pourtant, aussi difficile que c'était de combattre les Moudjahidines avec leurs nouvelles armes, il était encore plus difficile de les identifier car ils ressemblaient à d'autres Afghans de la campagne. Et la plupart des troupes des Moudjahidines étaient simplement des agriculteurs et des paysans. Quand ils ne combattaient pas les soviétiques, ils labouraient leurs champs, organisaient des mariages et vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Sensibilisés à leur dilemme stratégique, les penseurs militaires soviétiques ont élaboré une nouvelle doctrine radicale. Puisque les combattants de la guérilla et les Afghans de la campagne étaient indiscernables, tous deux devaient être traités comme des combattants ennemis. Un plan d'exode massif a été conçu par nul autre que le lauréat du prix Nobel de la paix, Mikhaïl Gorbatchev. Les années précédentes ont vu d'innombrables villages et zones industrielles bombardées. Des sites ont été fermés, le bétail a été abattu et des mines terrestres ont été dispersées par air sur les terres agricoles. Beaucoup de ces mines terrestres sont toujours là, rendant les terres arables une ressource précieuse. Rien que lors de la première année de cette nouvelle doctrine mortelle, plus d'1 million d'Afghans sont morts. Peut-être que la tactique la plus cruelle était la mine jouet soviétique. Elle a été spécifiquement conçue pour attirer les enfants, mais elle n'était assez puissante que pour les mutiler. La science derrière cela était que les blessés, les familles ne seraient pas capables de résister davantage. C'était ce genre de guerre. L'objectif ultime était de forcer la population rurale à se déplacer vers les zones urbaines que les soviétiques contrôlaient. La population de Kaboul a presque triplé, mais la plupart des Afghans, plus de 6 millions, ont fui leur patrie pour se réfugier au Pakistan et en Iran voisin. Les enfants constituaient une part disproportionnée des réfugiés.
Souvenez-vous de ces enfants, car un jour ils reviendront. » Cependant, les réfugiés n'étaient pas des familles entières. Les femmes, les enfants et les personnes âgées ont quitté leur maison, tandis que les hommes sont restés pour la défendre. Quiconque était en âge de combattre a reçu un fusil et a été dirigé vers la direction de l'ennemi étranger. Maintenant, les Afghans connaissaient le combat, mais ce niveau de guerre génocidaire n'était rien qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Pour les Afghans, ce n'était plus une guerre contre une invasion étrangère, mais une lutte pour la survie. Alors que les familles étaient déchirées, l'Afghanistan est devenu une terre sans femmes et enfants. C'était un tournant significatif. Aussi patriarcale que soit la culture afghane, les liens familiaux tempéraient le comportement macho. Les hommes étaient durs, mais ils montraient aussi intuitivement des signes de fierté, d'amour, de générosité et de protection. Déconnectés de leur famille, pendant des années, les combattants afghans sont devenus émotionnellement perturbés. La plupart des combattants de la guérilla des Moudjahidines se sont retrouvés coincés en compagnie exclusive d'autres hommes adultes dans certaines des conditions les plus dures et imaginables. La guerre peut changer les hommes, et en Afghanistan, elle en a changé des millions. Au Pakistan, dans la ville de Peshawar, des Pashtuns ethniques ont organisé des collectes de fonds, collecté des armes et recruté des volontaires pour combattre aux côtés de leurs proches en Afghanistan. Bientôt, ils étaient au plus de 80. Des factions ont émergé, toutes prétendant se battre pour une cause sacrée. Le service de renseignement Inter-Service, ou Inter-Service Intelligence en abrégé, a pris en main la situation. Avant cela, l'Inter-Services Intelligence avait été un acteur relativement petit dans la politique pakistanaise, mais avec les ressources massives provenant des États-Unis et de l'Arabie Saoudite pour financer l'effort de guerre afghan, l'Inter-Services Intelligence a rapidement grimpé au sommet de la chaîne alimentaire politique du Pakistan. L'Inter-Services Intelligence a distribué de l'argent, des armes et des combattants volontaires à ses favoris, groupes basés au Pakistan qui ont ensuite envoyé ceux-ci de l'autre côté de la frontière en Afghanistan. Chacun des groupes pakistanais revendiquait le manteau du leadership et chacun essayait de prouver leur dévotion à la cause afghane en adoptant des récits islamiques plus radicaux. Alors que la guerre en Afghanistan se prolongeait, les groupes pakistanais adoptaient des attitudes de plus en plus zélées, l'une plus extrême que l'autre, jusqu'à ce que l'extrémisme est devenu la nouvelle norme pour les moudjahidines afghans. En 1988, la machine de guerre soviétique ne pouvait plus supporter et s'est retirée. Ils ont abandonné leurs communistes afghans, alliés aux loups. Le gouvernement à Kaboul a désespérément essayé de conclure un accord de paix, mais en vain. Beaucoup de sang avait été versé et sans le soutien soviétique, le gouvernement de Kaboul n'avait aucun levier pour les négociations. Il y avait encore assez de matériel militaire soviétique pour un combat, mais en 1992, les choses ont finalement explosé. Les forces des Moudjahidines ont encerclé Kaboul et renversé le leadership communiste. Cependant, une fois à Kaboul, les groupes de Moudjahidines se sont affrontés les uns contre les autres. Ils ont commencé à occuper différentes parties de la ville et ont tiré des milliers de roquettes les uns sur les autres. Le carnage a déchiré Kaboul. La moitié de la ville a été réduite en décombres. Un sort similaire s'est abattu sur les autres villes où les forces moudjahidines concurrentes ont retourné leurs fusils, les uns contre les autres, et se sont battus pour consolider leur possession. Essentiellement, ce que les soviétiques ont fait à la campagne, les Afghans l'ont fait à leur ville. Et assez rapidement, le chaos a englouti l'Afghanistan, alors que de nombreux domaines souverains ont émergé dans tout le pays, tous ayant érigé des points de contrôle sur ce qui restait des routes. Vous souvenez-vous de ces enfants dont nous avons parlé plus tôt, qui ont fui leur maison à cause de la stratégie de dépopulation soviétique? Les années ne leur avaient pas fait de cadeau. Grandir dans des camps de réfugiés est pas une enfance. Ces enfants manquaient souvent de figures paternelles. Ils ne connaissaient que la pauvreté. Toute une génération d'enfants afghans a grandi dans ces camps. Il n'y avait qu'un seul moyen d'échapper, les madrasas pakistanaises. C'étaient des écoles religieuses qui fournissaient une éducation gratuite. Cela offrait aux enfants un semblant de normalité, une routine et un événement anticipé. Les écoles étaient dirigées par des clercs qui répondaient à la partis islamistes au Pakistan et étaient étroitement liés à l'Inter-Services Intelligence était principalement financée par la riche Arabie Saoudite. Familles. Plus de 2000 de ces madrasas fonctionnaient au Pakistan près de la frontière afghane
et on estime que 220 000 enfants étaient inscrits dans ces écoles. Vous pouvez maintenant voir où cela mène. Les enfants réfugiés étaient pratiquement coupés des actualités mondiales et étaient endoctrinés dans la foi wahhabite. On a fait croire aux étudiants qu'ils étaient destinés à sauver le monde du mal. Le mal constituait tout ce qui ne leur était pas familier. Beaucoup de ces madrasas enseignaient également des compétences de combat en plus de la religion, afin que leurs étudiants puissent aller accomplir le récit apocalyptique. Ces étudiants sont devenus les talibans. Le mot taliban est le mot pluriel pour étudiant en arabe. Dans la ville afghane de Kandahar, un clerc taliban du nom de Mullah Omar avait dirigé un groupe de jeunes pour prendre le contrôle de certains districts d'autres groupes de moudjahidines. Pour les habitants, c'était un changement bienvenu. Beaucoup des petits groupes de moudjahidines s'étaient tournés vers l'extorsion, le harcèlement et la persécution. Cependant, avec les jeunes talibans, les violeurs étaient pendus, les voleurs perdèrent des membres et d'autres criminels étaient traités en conséquence. À l'époque, pour de nombreux Afghans, les talibans pouvaient sembler apporter de la stabilité par rapport aux anciens moudjahidines. Les événements à Kandahar ont attiré l'attention de l'appareil de sécurité pakistanais et assez rapidement, la Inter-Services Intelligence a fourni aux talibans en pleine ascension des armes, des fonds et une formation supplémentaire. Les talibans, en 1994, ont éliminé les postes de contrôle des moudjahidines à la frontière afghano-pakistanaise, permettant aux marchandises d'atteindre les marchés afghans. Les prix ont également baissé, car il n'y avait plus de péage. Ensuite, les talibans ont complètement pris le contrôle de Kandahar et ont pris possession d'artillerie, de chars, d'hélicoptères, de matériel radio, sans oublier des centaines de camions chargés d'armes, de munitions et d'argent. Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, le Pakistan a ouvert les portes des camps de réfugiés afghans, permettant aux étudiants talibans de se déverser en Afghanistan. Au début, les Afghans ont accueilli les talibans car les civils vivaient sous l'œil craintif des voyous du Moudjahidine. Les Afghans étaient désespérés pour un sauveur et les talibans ont rempli ce rôle. Après Kandahar, les talibans ont chassé les Moudjahidines de villes telles que Ghazni, Wardak, Logar et d'autres. En 1995, ils ont pris la ville de Herat et se dirigèrent vers la capitale Kaboul. Fin septembre 1996, les habitants de Kaboul ont trouvé leurs rues patrouillées par de jeunes hommes, avec des turbans noirs. Les talibans semblaient aussi étrangers que les Russes. Ils parlaient un dialecte différent, étaient éduqués dans un pays lointain et descendirent des familles de réfugiés du milieu des années 80. Dès que les talibans se sont installés au pouvoir, la réalité a fait surface. Désormais, il était interdit aux femmes de participer à la vie publique. Les voleurs perdraient. Leurs membres, la musique, les films et même les photos étaient interdits. Les théâtres étaient transformés en mosquées, les magasins de vidéos étaient incendiés et les téléviseurs étaient détruits. Les jeux d'argent étaient interdits. Les animaux de compagnie étaient interdits. La célébration des fêtes non islamiques était criminalisée. Et même les coutumes traditionnelles afghanes, comme le vol de cerfs-volants, étaient interdites. Chaque homme et femme devait porter des vêtements conformes au mandat de la charia, les barbes devenaient obligatoires pour les hommes et toute personne surprise à ne pas prier aux heures désignées serait punie. L'Afghanistan est devenu un État totalitaire. Une grande partie du monde a fermé les yeux sur les activités des talibans, principalement parce que les événements en Europe de l'Est étaient prioritaires. Les décideurs politiques américains en savaient peu sur les talibans, et beaucoup croyaient qu'ils finiraient par évoluer dans un État semblable à l'Arabie Saoudite. Pour la Maison-Blanche, c'était le business habituel. Ce sentiment a rapidement changé en 1998, lorsqu'un groupe de moudjahidines arabo-afghanes français, appelé Al-Qaïda, a déclaré la guerre aux États-Unis. Les législateurs américains ont été pris au dépourvu et ont demandé à leurs homologues pakistanais d'examiner la situation. Cependant, à ce stade, les Pakistanais avaient perdu leur contrôle sur les talibans. En fait, il s'est avéré que la promotion du chauvinisme pashtun par les talibans mettait en danger l'intégrité territoriale du Pakistan lui-même. Les architectes politiques de l'Inter-Services Intelligence n'avaient pas réussi à anticiper cette évolution sociale. De plus, beaucoup des subordonnés de rang inférieur, les agents de l'Inter-Service Intelligence avaient travaillé pendant des années avec leurs partenaires talibans et avaient développé des sympathies personnelles. En pratique, ces agents de l'Inter-Service Intelligence étaient autant des patriotes pakistanais qu'ils étaient membres des talibans.
Les dirigeants pakistanais ont reconnu qu'ils avaient créé un monstre. L'infection du talibanisme avait déjà touché les rangs inférieurs de l'Inter-Service d'Intelligence et le gouvernement à Islamabad s'est abstenu de prendre toute action contre les talibans par peur que les agents de l'Inter-Service Intelligence de rang inférieur désobéissent aux ordres, risquant même de commettre un coup d'État. Ce tournant des événements a donné carte blanche aux talibans, et le talibanisme ou le chauvinisme pashtoun a envahi l'intégralité de la frontière afghano-pakistanaise. Les talibans pouvaient désormais faire ce qu'ils voulaient. Les dirigeants moudjahidines rivaux étaient assassinés, les statues de Bouddha du VIe siècle de Bamiyan ont été détruites, et Mullah Omar des talibans a lancé un avertissement sévère au Premier ministre du Pakistan qu'il pourrait soit appliquer la charia ou gérer l'instabilité concernant les talibans. Tous les paris étaient annulés. Cela devenait plus clair, suite à l'attaque du 11 septembre. Pour l'Afghanistan serait une fois de plus sous les projecteurs. J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, d'activer la notification ou de commenter pour l'algorithme. Merci d'avoir regardé et ainsi de suite.